Les débats 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous allons évidemment en parler. Abstention, quel impact sur ce premier tour? Tous sauf Macron feront face aux extrêmes. Quelle sera l'attitude des Français? Est-ce qu'il faudra revoir cette règle des 500 parrainages? On va parler également des temps de parole et puis aussi des sondages. On l'a un petit peu évoqué hier, les interdire peut-être avant le premier tour parce qu'ils ont une influence évidente sur notre vote. Pour en parler, Virginie Leguet, bonjour, journaliste, éditorialiste politique. Jean-Claude Beaujour, bonjour, vous êtes avocat, vice-président de France Amérique, bonjour à vous. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, bonjour. Et Mickaël Darmon, journaliste politique. Je rappelle votre dernier livre, Les secrets d'un règne, dans les coulisses d'un quinquennat de crise, qui est paru aux éditions de l'Archipel. Commençons avec peut-être autre chose, parlons autre chose que de la campagne. Virginie, c'est un coup de gueule. Oui, alors voilà, qui n'a rien à voir avec le contexte politique, ni même le contexte international. J'ai entendu ce matin, par hasard à la radio, en écoutant les nouvelles, un extrait des improvisations de Corinne Maziero ce soir dans le nouvel épisode de Capitaine Marlowe. Une série que je dois reconnaître, je ne regarde pas tellement, mais que je vois de temps en temps quand je fais du zapping, pardonnez-moi. Oui. Et j'ai trouvé que cet extrait était absolument insupportable de ce que ça dit de cette actrice qui est totalement en roue libre, qui phagocyte l'ensemble de la troupe, qui se permet de faire des allusions à sa propre vie, à ses propres engagements, et notamment au moment où elle s'est montrée nue, je crois que c'était à une cérémonie des Césars. Et je trouve ça d'abord irrespectueux pour le téléspectateur, ce qui est déjà une chose, même si certains peuvent trouver ça très drôle. Moi, je trouve ça pas drôle du tout, mais surtout irrespectueux pour les autres acteurs qui, eux, ont un texte, le disent, comme des pauvres malheureux, et qui ont en face d'eux cette star dans sa tête, et à qui, visiblement, José Dayan laisse tout faire, qui se permet de s'éloigner totalement du texte, et puis ils doivent suivre tant bien que mal. Et j'ai trouvé ça vraiment insultant, même pour le métier d'acteur. Le métier d'acteur, c'est la rigueur, c'est le travail d'équipe, c'est on fait attention aux autres, et on n'est pas tout seul sur un plateau à se croire le centre du monde. Voilà, donc je voulais passer mon petit coup de gueule. Et petit coup de gueule, je le rappelle, qui est d'autant plus gratuit. Je n'ai aucun contexte, aucun contentieux avec Corinne Maziero. Non, mais c'est fait pour ça aussi. Et j'avais trouvé que sa prestation dans un film assez ancien qui s'appelle With Wimmer était exceptionnelle, mais là, elle était tout en retenue, tout en sobriété, tout en modestie. Je trouve qu'elle a un peu perdu toutes ces qualités-là. Bon, mais vous savez que ça cartonne, hein. Elle fait pratiquement 5 millions, 6 millions peut-être, de mais téléspectateurs. Moi, ça me choque, ça m'avait déjà choqué à une ou deux reprises, et ça me choque de voir qu'elle a ce petit traitement de faveur, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une grande gueule, mais là, ça va trop loin. Vous êtes toujours avec nous sur Sud Radio. Mickaël, on passe à quelque chose un petit peu plus positif avec vous. Oui, mais en même temps, on reste quand même dans l'univers du cinéma. Puisque moi, mon coup de cœur et mon conseil, en fait, pour pas couper avec l'ambiance de la campagne, et puis pour combler le manque qu'on pourrait avoir à partir de ce soir jusqu'à dimanche, on n'aura plus de politique. Donc, il faut aller voir le film Le Monde d'hier, de Yastem, avec Léa Drucker et Denis Podalides. Le pitch, il s'impose, une présidente de la République sortante qui doit empêcher la victoire de l'extrême droite. Ça ne s'invente pas. Et ce qui s'invente encore moins, c'est que le film est sorti le 30 mars. Donc vraiment, c'est un timing absolument étonnant, très, très bien vu, évidemment pas anodin et pas au hasard. Et je trouve que quelque part, ce qui m'intéresse aussi dans ce film, hormis le fait que c'est un reflet de notre actualité, mais c'est justement cette capacité nouvelle, je dirais, qu'a le cinéma français d'accompagner maintenant les grands mouvements de l'actualité, les grands mouvements de la société de manière plus réaliste qu'on a pu le voir par le passé. Et je trouve assez intéressant qu'au fond, cette année, cette période très politique et importante pour la société française soit encadrée entre les illusions perdues, qui ont eu aussi un très gros succès, parce que le public a capté la critique de monde connivant, du monde fermé, de l'entre-soi. Et c'est pas pour rien que ce film a eu un écho très contemporain. Et Le Monde d'hier, qui évidemment nous renvoie aux enjeux d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est conseil et coup de cœur. C'est un formidable film, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis aller au cinéma, au cinéma, parce que les gens ils n'y vont
plu beaucoup. Et puis les librairies, on n'en a pas parlé avec Gérard Collard, mais les éditeurs ont une perte de chiffre de vente, de chiffre d'affaires de 50%. 50%, c'est colossal. Pardon, Michel Taube, vous vouliez réagir ? Non, c'est une question qui est un peu liée à mon coup de gueule. Michael, est-ce que vous ne craignez pas que l'ARCOM ait comme idée de dissuader les amoureux de cinéma d'aller voir Le Monde d'hier, parce que ça pourrait influencer tant soit peu leur vote de dimanche? Alors, l'ARCOM n'intervient pas sur le cinéma. Un coup de gueule malicieux de la part de Michel. Ce qui est intéressant, c'est que l'ARCOM trouve enfin sa limite, c'est qu'on peut aller faire ce qu'on veut une fois que la campagne est terminée et surtout que la télévision est éteinte. Alors, moi, c'est une information, vous le prenez comme vous voulez, c'est Théo, vous vous souvenez, celui qu'on a appelé le jeune Théo, à qui François Hollande était allé rendre visite, qui a été blessé par des policiers, qui portent plainte contre ces policiers. Eh bien, il vient d'être, lui et ses frères ont été condamnés pour escroquerie au contrat aidé. Donc, ça ne retire rien à ce qu'il a subi. Néanmoins, voilà, condamné pour escroquerie, ses 3 frères, pour avoir détourné des subventions de contrats aidés fictifs. Donc, je pense qu'avant de présenter les gens aussi comme des saints, on peut regarder aussi le contexte. Mais ça veut peut-être vouloir dire, ça veut peut-être vouloir dire que très souvent, et ni vous ni nous n'en sommes comptables, c'est que dans l'information, dans le suivi des journaux, très souvent on nous demande de réagir à une information brute sur des dossiers judiciaires pour lesquels, je répète très souvent, qu'il faut regarder à 2 fois, dans un sens ou dans un autre, et ne pas céder, et ça c'est important, à la justice de l'émotion. On ne rend pas la justice dans l'émotion, la justice a besoin de se faire, de s'exercer de manière sereine. Ils ont quand même détourné des centaines de milliers d'euros d'aide publique versées à des associations pour l'embauche d'emplois d'avenir. Je pense que le président de la République de l'époque, François Hollande, aurait été assez inspiré de ne pas succomber à cette dictature de l'émotion médiatique. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Je fais un tout petit parallèle avec l'affaire Traoré. Absolument. Il y a des gens qui s'émeuvent et qui manifestent pour défendre ce qu'ils estiment être une cause absolument sincère, mais je rappelle que les frères Traoré ont été condamnés à plusieurs reprises et qu'ils sont loin d'être tout à fait les saints ou les victimes que l'on prétend. Allez, on marque une pause, c'est le journal. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Mickaël Darmon, journaliste politique. Votre dernier livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Et Dieu sait s'il y en a eu des crises, est paru aux éditions de l'Archipel. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Nous sommes à 2 jours du premier tour de la présidentielle. Abstention, quel impact sur le premier tour? Est-ce qu'il y aura un front face aux extrêmes ou ce sera le tout sauf Macron? Faudra-t-il revoir la règle des 500 parrainages et des temps de parole? Mais on va en parler dans un instant avec vous. On continue notre tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Claude, c'est un coup de cœur. Oui, bien sûr, un coup de cœur pour l'élection de Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis. Enfin, l'élection, la confirmation de sa désignation par le président Biden. Je pense qu'au-delà de ce qui a été dit sur la dimension ethnique, qui n'est pas le seul sujet, je pense que c'est aussi la preuve de la promotion d'une femme de grande qualité, une grande professionnelle qui a servi déjà en juridiction, qui a été assistante d'un juge à la Cour suprême. Et pour moi, il est aussi important que la Cour suprême des États-Unis soit assez représentative de l'ensemble du peuple américain. Vous savez que peut-être un peu plus que chez nous, mais la juridiction suprême a un impact considérable sur les grandes orientations politiques et donc ça concourt un peu travailler à la réconciliation du peuple avec sa propre démocratie à un moment où les États-Unis sont extrêmement polarisés. Voilà, c'est une belle désignation. Il faut dire qu'elle a été élue avec le soutien de l'ensemble, vous l'avez évoqué, des sénateurs démocrates et 3 républicains, et c'est elle qui va traiter des sujets les plus sensibles comme le droit à l'avortement ou le redécoupage des circonscriptions électorales. Bien sûr, c'est extrêmement important parce que une décision peut renverser une politique
progressiste. Donc c'est un message clé dans un pays. Vous savez, nous en France, l'ossature de notre système, c'est l'État. Aux États-Unis, c'est la loi, c'est la justice. La justice apparaît comme un rempart contre l'excès du pouvoir politique, etc. Donc il était important, en tout cas il était important que cette Cour suprême continue à être représentative dans la culture de la compétence, c'est important. Michel Taube. Oui, moi je salue ce coup de cœur et je suis aussi très attaché à la représentativité des corps constitués par rapport à la diversité à toutes les diversités de la société. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que le seul critère qui vous amène à en parler, comme d'ailleurs beaucoup de médias, c'est sa couleur de peau. Et en ce sens, je trouve que il y a une forme, et c'est dans une période qu'on appelle le wokisme, de racialisation des critères par lesquels on parle de tel ou tel sujet, de telle ou telle personne. Et moi, ça me gêne toujours. On n'est pas aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, la couleur de peau, je le dis comme ça parce que Barack Obama a été élu président des États-Unis sur l'idée qu'il était un noir américain. Peut-être pas seulement, peut-être pas que à cause de ça. Oui, mais bien sûr. Mais je répète, je pense que si le seul critère avait été les compétences de cette honorable personne, nous n'en aurions pas parlé. Alors, je connais Michel Taube et je ne peux pas penser une seconde qu'il me soupçonne de wokisme. Donc je considère qu'il retire gentiment ses propos. Cela étant, le choix qui est fait en relève un petit peu. Michel, non, j'assume complètement. Il ne faut pas non plus être naïf. Ça n'est pas parce que ça n'est pas complètement l'histoire française qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, ne soyons pas naïfs non plus. Il faut arrêter d'imaginer. Ne tombons pas dans les pièges. Dans les pièges et qui consistent à dire que de deux choses l'une, ou on fait dans le wokisme, ou on fait dans l'aveuglement. Quand vous me voyez, et je me souviens de ce que m'avait dit un journaliste, qu'il y a 15 ans m'avait dit, vous êtes un candidat de la diversité. Ça m'avait choqué. Et il m'avait dit, mais vous savez, il faut bien que je trouve un angle pour parler de vous, sinon vous serez l'un des milliers de candidats et donc je ne parlerai pas de vous. Et puis, finalement, il m'a dit, ben, c'est pas grave. Ce qui est important, ce sont les compétences et ce qui va dégager une personnalité. Donc non, je pense qu'il faut pas, Michel, il ne faut pas tomber dans cet excès, parce que c'est justement cet excès, cet aveuglement ou ce refus d'eux qui fait le lit des wokistes et des autres. Michel Taube, votre coup de gueule. Alors, pour l'introduire, je vais, avec beaucoup de circonvolutions, expliquer que Christiane Taubira vient d'annoncer qu'elle soutenait un candidat. Je ne peux pas vous dire le nom de ce candidat, car dernier jour de l'égalité parfaite des temps de parole, et que nous sommes à 2 minutes 25 pour ce candidat, donc je ne peux pas vous dire son nom. Voilà, je crois que ça résume un petit peu votre coup de gueule, Michel. Absolument, je trouve que les règles de l'Arcom, donc qui est l'héritière du... Alors là, juste une précision, c'est que l'Arcom ne fait qu'appliquer la loi. Hein. On a reçu le président de l'Arcom. Alors pas tout à fait, Valérie. L'égalité parfaite, c'est la loi, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui, alors c'est pas tout à fait la loi. C'est-à-dire que l'Arcom se base sur des lois qui sont assez anciennes. L'Arcom, qu'il faut le dire, a récupéré les prérogatives du CSA. Oui. C'est ce que j'étais en train de dire. Absolument. Mais l'Arcom, a tiré des règles de plusieurs textes, des lois qui datent de 1962, des décrets d'application beaucoup plus récents. Donc ce ne sont pas que des lois, ce sont aussi des décrets pris en Conseil des ministres et qui ont été soumis à l'appréciation du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. Donc dire la loi, oui, mais en même temps la loi, cette loi en l'occurrence, elle est confectionnée aussi par des pouvoirs exécutifs. La réalité, c'est que les règles de stricte égalité entre les candidats à l'élection présidentielle dans les 15 derniers jours ont tué dans l'œuf toute possibilité d'un débat de société cohérent, ouvert et divers et pluriel dans les 15 derniers jours. On est dans un contexte particulier où, avec la crise Covid, puis la crise ukrainienne, la campagne électorale aurait pu se dérouler dans un temps extrêmement court et malheureusement ça n'a pas été possible parce que pendant 15 jours des règles stupides ont imposé ce à quoi nous sommes aujourd'hui réduits, c'est qu'on ne peut même pas citer les candidats. Donc moi, comme on nous a donné des consignes... On peut les citer, on peut les citer, bien sûr qu'on peut les citer. Oui, mais c'est pire que ça, c'est qu'on ne peut les citer que pour un moment donné, certains jours c'est pour dire du bien, un autre jour c'est pour dire du mal. Non, mais enfin on n'est pas là... C'est que pour dire du mal.
C'est que pour dire du mal. Voilà, on n'est pas là pour être des girouettes de l'Arcom pour dire du mal quand on pense du bien de quelqu'un. Donc moi, aujourd'hui, le parti mais personne ne vous demande ça non plus, hein. Attendez, c'est une forme de censure. Si, on nous impose des règles qui conduisent à une forme de censure. Valérie ne peut pas citer le candidat pour lequel Christiane Taubira, qui elle n'est pas candidate, donc on peut la citer. C'est-à-dire qu'elle peut le citer. On fait aussi censure Valérie Expert. À ce moment-là, les gens peuvent aller chercher quel est le candidat en question, ils trouveront. Et ils le trouveront sur Internet, puisqu'Internet n'est pas soumis à ces règles-là, pas plus que la presse écrite. C'est ce à quoi je pensais. Oui. Voilà, donc ce que je veux dire pour aller au bout, je pense que ces règles sont complètement dépassées. Et je pense que d'abord, moi je regrette que les patrons de médias, des 15-20 grands médias français, ou les directeurs de rédaction, les journalistes, n'aient pas fait front commun pour dire tout de suite, dès le début de ces 15 jours, on ne peut pas faire notre travail dans de bonnes conditions avec ces règles-là. S'ils avaient tous fait front commun, je pense que la donne aurait pu changer. Mais quant à la suite... Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte avant l'application des lois que ça allait être si compliqué. Patrick Roger m'a raconté que lors d'une réunion au CSA, il avait évoqué cette question, il avait évoqué ce problème. Je pense que c'est... Mickaël, vous qui suivez la politique depuis longtemps, Virginie aussi, vous aviez le sentiment que ça avait été aussi difficile que cette année ? Oui, franchement, cette partie de la campagne présidentielle, quand on travaille notamment dans l'audiovisuel, ça m'est arrivé de le faire à l'époque où j'étais sur France 2, c'est la partie la plus surréaliste de notre vie de journaliste. Puisque, en fait, on nous demande, au nom de l'équilibre des temps de parole et de la stricte égalité, de faire... il faut faire 4 minutes d'Arlette Laguiller à l'époque, il faut faire 10 minutes de communistes, il faut rattraper le temps de parole et faire donc 5 minutes dans des grandes éditions sur tel ou tel candidat. Donc ça a toujours été... Non mais Mickaël, les règles ont changé. Les règles ont changé. Oui, mais là on a le temps d'antenne. Là on a le temps d'antenne, c'est ça qui nous... Maintenant il y a encore plus le temps d'antenne. Donc en fait ce débat sur... l'égalité des temps de parole, tel que le pose Michel, on l'a régulièrement à chaque élection présidentielle, à peu près à la même période et à peu près dans les mêmes conditions. Mais pas les temps d'antenne, Mickaël. Non, pas les temps d'antenne, je suis d'accord. Alors moi, je vais dire plus général. Attendez, je vais terminer. De manière plus générale, à la question de l'égalité, au fond, ça renvoie à cette religion de l'égalité qu'on a en France. À ce fantasme. Ça rappelle quelque part la Coupe de France, où on admet que le petit club de 7e division puisse un jour se retrouver à un moment donné de la campagne, de la compétition, face à celui qui est champion de France, parce que c'est au nom de l'égalité à la française. J'entends Michel dire ça nous donnerait, si on n'avait pas eu ça, on aurait pu parler de projet. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Si, vous l'avez dit à un moment donné. Vous l'avez dit. Ça nous a empêché de pouvoir parler de projet parce qu'on est obligé de parler d'autres candidats. Je résume la pensée. Mais je vais vous donner deux exemples. Laissez terminer Michel. Laissez terminer. Pardon, Mickaël. Je termine dans 40 secondes, 30 secondes. Ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, oui, c'est égalité de temps de parole. En fait, une campagne présidentielle ne se joue jamais sur les projets. Elle se joue sur les personnalités et sur des grandes tendances. En 2017, c'était le rapport à l'argent public, les élites contre une société fermée, et ça a amené Macron parce que les grands partis n'étaient plus capables de porter ces sujets. Là, aujourd'hui, on voit bien que 5 ans après, c'est le grand clivage élite contre peuple qui est en train de structurer, au fond, les tendances électorales. Et les projets, quelque part, les gens ne les écoutent pas. Et je pense que ce sont quelque part des vœux pieux de journalistes de dire on parle de projets. En fait, on ne parle pas de projets, on parle sur des personnalités et sur des gens qu'on veut ou voit pas représenter la France. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Michel Taube, puis après on... Il faut quand même dire pardon. J'ai pas pu finir. Attends, Michel, laissez terminer Michel, cette fois-ci. J'ai pas fini mon coup de gueule. D'abord, j'ai du mal à m'exprimer. Le problème n'est pas, selon moi, que l'on n'ait pas pu parler de projet. Je voulais dire qu'on n'a même pas pu parler de la campagne tout court. Donc, par exemple, un ancien Premier ministre de la République qui était candidat il y a 5 ans. Alors là, je peux le citer puisque ce n'est pas candidat. Donc, il s'appelle François Fillon, qui a apporté son soutien à une candidate blonde d'un ancien parti de gouvernement, mais que je ne vais pas citer parce qu'elle est candidate. Eh ben, c'est passé sous les radars
et les médias n'ont pas pu en parler, parce qu'à cause des décomptes complètement faussés des temps de parole, eh ben, on n'a pas pu le faire. Un candidat à l'élection présidentielle... Mais Michel Taube, il avait déjà annoncé son soutien. Oui. Non, si, il l'a fait il l'a fait très fortement samedi dernier dans un meeting qui lui-même n'a pas été couvert par les médias, de même que les grandes chaînes d'information continue n'ont pour la plupart pas retransmis le seul grand meeting d'un candidat qui est encore haut de l'Élysée, mais que je ne vais pas citer parce que j'ai pas envie d'avoir avoir le décompte des horaires. Et dernier point, et c'est le plus important parce que c'est à ça que je voulais en venir, c'est que moi je proposerais que pour le prochain quinquennat, le prochain échéance présidentielle, plutôt que d'imposer 15 jours de blocage total, et comme le disait Michael, cette hérésie de l'égalité qui nivelle tous les débats et toutes les prises de parole, c'est qu'on dise à chaque chaîne, par exemple, vous êtes obligé de consacrer 4 heures dans votre journée ou 5 heures à une parfaite égalité entre tous les candidats, et le reste de la journée, vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience d'éditorialistes, de journalistes et de directeurs de rédaction. Sauf que la nouveauté de cette année, effectivement, c'est le temps d'antenne. Par tranche. D'antenne par tranche, c'est-à-dire que vous, éditorialistes, si vous dites du bien d'un candidat, c'est comptabilisé comme favorisant ce candidat. Donc en fait, on est terrorisé. Moi, je dois vous dire, je suis terrorisé. C'est-à-dire que de dire, je vais le dire, Christiane Taubira soutient Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est du temps de parole pour le candidat? Est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est de l'information? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire Valérie Pécresse n'a donné aucune consigne de vote? C'est bien? C'est mal? C'est quoi? Ou a dit je ne donnerai jamais de consigne de vote, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Je crois qu'elle a même dit je dirais ce que je vais voter à titre personnel. Voilà, factuel, temps de parole. Qu'est-ce que vous le décomptez comment? Parce que c'est un casse-tête. Et j'ajouterais autre chose. Cette situation est d'autant plus frappante que avant même ces 15 jours, il y avait eu une campagne spécialement inexistante et que les candidats déjà en campagne n'avaient cessé de dire on attend qu'Emmanuel Macron rentre en campagne. Ça avait d'ailleurs été l'objet d'une de mes indignations. Que n'ont-ils pas fait campagne tranquillement quand ils étaient déjà en campagne au lieu d'attendre Emmanuel Macron? Résultat des courses, il n'y a pas eu de campagne avant, il n'y en a pas eu après. Stop, c'est l'heure de la pub. Non, vous direz votre mot après. Allez, on reste ensemble sur Sud Radio et vous pouvez nous appeler pour nous dire vous, comment auditeur de Sud Radio, vous ressentez cette campagne. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité largement dominée évidemment par les 2 jours qui précèdent le premier tour de l'élection présidentielle avec Mickaël Darmon, Virginie Leguet, Jean-Claude Beaujour et Michel Taube. Je ne sais plus qui voulait dire un mot, si c'était Michel ou Mickaël. C'est Mickaël. Oui, je voulais juste dire au fond, pareil pour conclure, je pense que quelque part... que chacun fasse son travail dans les rédactions, et les journalistes font comme ils peuvent, et les services juridiques se débrouillent comme ils peuvent également face à l'Arcom, et c'est comme ça. Oui, mais on se fait taper sur les doigts aussi, et on a envie d'être... Oui, c'est vrai. Je peux dire un mot. Mais quelque part, à un moment donné, face à des règles kafkaïennes, il faut faire comme la logique et le bon sens. Sauf qu'il y a des sanctions. Il y a des amendes après. Oui, alors c'est vrai. Alors, je partage complètement l'avis de Mickaël Darmon qui parlait de l'obsession de l'égalité, de l'obsession de l'égalité. En réalité, on sait très bien que c'est pas dans les derniers jours que ça joue. L'égalité entre les candidats, c'est tout au long de la vie politique, c'est tout au long de beaucoup de choses où certains ont des moyens, d'autres n'en ont pas, etc., etc. Donc cette égalité un peu de dernière minute, elle est purement factice. Mais ça pose la question de ces petits candidats, ça pose la question, j'entends Nathalie Arthaud ce matin encore qui dit je n'ai absolument pas l'intention d'être présidente de la République. Pourquoi est-ce qu'on se présente? Se présente? Quel est elle diffuse ses idées à ce moment-là. Elle dit c'est le seul moment où on parle des travailleurs. Michel. Mais moi j'ai toujours défendu, je me rappelle d'un débat en présence de Jean Lassalle où je m'étais fait rentrer dedans, excusez-moi la formule, par Jean Lassalle et d'autres journalistes, parce que je pense effectivement qu'il n'y a qu'en France que peut prétendre la magistrature suprême des personnes qui ne sauront... Voilà, pardon. Mon Dieu, j'ai trahi oh là là, c'est terrible. Dehors. Non. Alors on peut dire, vous pouvez dire en présence de Jean Lassalle, de Nathalie Arthaud, de Nicolas Dupont-Aignan,
encore de Fabien Roussel. Voilà, c'était un débat. Voilà, alors attendez, je vais le dire. Fabien Roussel, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, vous n'avez pas cité Philippe Poutou, Valérie, c'est très grave. Bon. Donc non, moi je pense que c'est une hérésie complète que des candidats, quand je dis petits, je le dis dans un sens laudatif, par respect pour eux, mais il y a des candidats de petits, entre guillemets, qui sont membres de partis politiques alliés à d'autres candidats de forces plus importantes. Donc je pense effectivement que tout cela, c'est plus pour se faire plaisir que pour véritablement se poser la question de qui veut-on pour gouverner la France dans les 5 prochaines années. Non, mais ça, c'est le truc de la question de ces petits candidats peut se poser aussi. Alors en 2017, il y avait 11 candidats, en 2012, 10, en 2007, 12 et en 2002, 16 candidats. Donc il y a toujours quand même une dizaine de candidats. C'est là, je pense, où on peut dire que, quoi qu'on pense des 500 parrainages, au bout du bout, il y a toujours énormément de candidats dans notre pays qui couvrent un spectre politique extrêmement large et extrêmement varié. Ce que je veux dire, c'est que chacun en a pour ses goûts. Quant aux deux candidats anticapitalistes, dont je ne citerai pas le nom, ils ont tous les deux répété qu'ils n'étaient pas là pour gagner, et on peut leur reconnaître un accès de lucidité parce que ils sont en dessous l'un et l'autre de 1%. Nathalie Arthaud, tant pis. Oui. Nathalie Arthaud, vous pouvez, il nous faut 30 secondes. Donc c'est la troisième campagne. Elle a quasiment fait les deux scores équivalents au premier et au deuxième tour, 0,5 ou 0,6 à chaque fois. Elle devrait faire la même chose, mais c'est pas son propos de devenir président de la République. Elle veut faire valoir ses idées, faire marcher sa petite boutique, exposer le temps d'une campagne électorale, puisque c'est là où on l'entend, les idées de sa petite boutique, et faire fructifier sa petite niche politique. Mais c'est clairement pas quelqu'un qui se pense un jour président de la République. On a atteint les 30 secondes qui nous manquaient. Mais à titre de comparaison, vous savez que c'est souvent la même chose dans beaucoup de démocraties. Il y a beaucoup de candidats dont on n'entend jamais parler, mais parce que simplement ils n'ont pas accès aux médias. Par exemple aux États-Unis, si vous n'êtes pas l'un des grands candidats, il y en a en général entre 2 et maximum 3. On n'entend jamais parler des autres, alors qu'il y a souvent plusieurs autres candidats à la présidence des États-Unis. Oui, tout à fait. On va marquer une petite pause. C'est l'heure de la pub et on se retrouve dans un instant. On a du retard sur Yannick Jadot, je vous le dis les amis. Il va falloir dire du bien de Yannick Jadot. À tout de suite. Les débats avec vous à 2 jours de la présidentielle avec Mickaël Darmon, Virginie Leguet, Jean-Claude Beaujour et Michel Taube. On débat, on commente sur Sud Radio. Alors je vous disais qu'effectivement il nous manquait 45 secondes de Yannick Jadot. Effectivement, c'est un peu de la dérision dans ce système, mais voilà. Alors allez-y, Michel. Alors, moi, je veux bien dire du bien de Yannick Jadot pendant 45 secondes. Attention, le compteur est lancé. Vous avez 10 secondes. Vous avez 20 secondes, puisque Mickaël aussi voulait en dire, et Virginie aussi. Alors d'abord, il joue. Alors, je trouve qu'il a de l'allure quand il joue au football. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Dans les pas, d'ailleurs, de Danny Cohn-Bendit, qui avait aussi été, qui est peut-être encore une des inspirations des écolos. Bon, et la deuxième chose, je le salue d'avoir écarté Sandrine Rousseau de sa campagne. Et ça, c'était vraiment la seule bonne grande décision qu'il a prise dans sa récente vie politique. Voilà, Mickaël, vos 15 secondes. Je trouve qu'il a mené la campagne la plus politique et la plus audacieuse sur le plan politique parce qu'il a résisté aux injonctions en permanence de vote utile et d'union de la gauche, persuadé qu'il est d'avoir le logiciel d'avenir sur les socialistes, sur la gauche, une gauche au fond renouvelée avec la pensée écologique. Et quelque part, on verra le score qu'il fera. Il ne sera pas très important, mais il aura posé et périmétré, je pense, un nouvel espace politique qui sera celui des prochaines générations dans cette partie de l'échiquier politique. Donc c'était une campagne, je dirais, intéressante. C'est fini, temps de parole, vous ne pouvez plus en parler, Virginie. Mais si, je voulais dire une petite chose, moi. C'est que je le félicitais d'avoir ramené des jeunes au scrutin, aux élections européennes, et j'espère qu'il réussira la même chose cette fois-ci. Stop, là on dépasse, là on est obligé de rajouter 15 secondes à tout le monde à cause de vous. C'est terrible. Du coup, vous allez être punis, il faut dire du bien de Dupont-Aignan. Enfin, quand je dis puni, c'est pas bien, parce que il nous manque 30 secondes. Ce n'est pas forcément du bien d'ailleurs. Si, on est obligé de dire du bien parce que si on dit du mal, ça compte pas. Je veux bien dire quelque chose. Alors, dites quelque chose de positif. J'avais lancé une pétition pour que tous les lundis matins dans les écoles de France,
on chante la Marseillaise et Nicolas Dupont-Aignan avait signé la pétition. Voilà, et il a chanté la Marseillaise, effectivement. Moi, je peux dire quelque chose. Allez-y, Michael. Je pense qu'il devrait avoir une chaire en Sorbonne sur la persévérance. Voilà, mais c'est bien, je pense qu'on est bon, là, on a fait le tour. Un petit mot d'Emmanuel Macron qui ce matin a déclaré qu'il n'avait pas méprisé les Français. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Parce que c'est peut-être Jean-Claude Beaujour. J'imagine qu'il est sincère lorsqu'il dit « je n'avais pas méprisé les Français » parce que c'est son logiciel. Après, ce qui est important, c'est de la manière dont les choses sont reçues. Et là, c'est déterminant. Je pense que là aussi, c'est un logiciel que n'ont pas nécessairement beaucoup d'hommes et de femmes politiques. C'est de pas simplement se demander ce que l'on dit, mais comment est-ce que c'est perçu. C'est savoir aussi se mettre à la place de l'autre. Enfin, pardon, quand vous dites c'est du ressenti, non, ce sont des déclarations. Et je pense que les Français les ont tout à fait en tête. Quand Emmanuel Macron a dit dans une gare, il y a ceux qui sont rien. Pardon, j'ai pas terminé. Ou quand il dit il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, et ainsi de suite. Toutes ces petites phrases-là, elles ont percuté. Attendez, je termine, Jean-Claude, pardon. Elles ont percuté 5 sur 5 dans l'esprit des Français. Et moi, je trouve qu'à la fin de ce quinquennat, il y a énormément de Français qui sont dans la détestation d'Emmanuel Macron et que c'est franchement un scrutin qui est risqué de ce point de vue-là. Et il en est responsable. Virginie, parce que c'est bien sûr que les faits sont les faits. Oui, voilà, il n'y a pas de ressenti dans cette affaire. Non, mais je ne contestais pas cela. Ce que je disais, c'est qu'il ne s'est même pas rendu compte que le fait de dire qu'on traverse la rue pour trouver du travail, il ne se rend même pas compte que lorsqu'on est inspecteur des finances et gravement diplômé, on n'a pas de problème à trouver un boulot. Et il ne se rendait même pas compte que ça n'est pas aussi simple que ça. Donc c'est là où il peut y avoir un décalage entre ceux qui dirigent et puis le peuple. Est-ce que vous êtes... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... pardon, il ne se rend même pas compte, c'est un peu facile, 5 ans après avoir eu le concept exposé, assumé de la pensée complexe, de la décision jupitérienne, de la verticalité depuis le Louvre, de la manière dont on s'adresse à des militaires madrés en leur disant « je suis votre chef », après son élection. Je pense qu'il y a eu aussi toute une série d'analyses sur la société française qui étaient bloquées et qu'il fallait, du haut de la connaissance absolue, débloquer. Jérôme Fourquet, notamment. A pris à son propre piège. Exactement. Les travaux de Jérôme Fourquet ont montré l'impact d'un comportement. Je dis pas je voulais rajouter une phrase. J'aimerais reciter une conversation qu'avait eu Guillaume Darret, journaliste de France 2, avec Emmanuel Macron. Il lui demande, Emmanuel Macron lui dit « J'ai appris aux côtés des Français. Qu'avez-vous appris? Sans doute à mieux les aimer. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je veux dire, comment dire, les ressorts qu'utilise Emmanuel Macron sont extrêmement dangereux et révèlent en fait une personnalité que les Français ont appris à découvrir pendant l'exercice du pouvoir, à défaut de le connaître avant. Et je pense effectivement que, comme le disait Virginie, enfin, il nous fait jouer avec le feu. Parce que le tout sauf Macron a repris une très très grande vigueur à cause de ses phrases successives et de son comportement. Et pas seulement. Revoyez ces vidéos. Dire j'ai appris à mieux aimer les Français, ça veut dire qu'on les aimait pas au départ. Oui, exactement. Et ces dernières vidéos de candidats, les 5 vidéos de candidats qui d'ailleurs ont eu de semaine en semaine de moins en moins d'audience. C'est une sorte de mise en scène de moi, Emmanuel Macron, avec les Français, mais c'est hallucinant, quoi. Mais je voudrais dire également que c'est la preuve d'un mépris des concitoyens. Juste en une phrase, je voudrais dire que également Emmanuel Macron est en train de prendre en boomerang l'architecture du quinquennat qu'il a posé lui-même. Moi, on s'est parlé quelques jours, je me rappelle, avant son élection, il y a 5 ans. 2 jours après, il rentrait à l'Élysée. Il me dit, à la fin, il n'y aura que Le Pen et moi. Donc la construction de tout le mandat se fait sur cette phrase, c'est-à-dire l'opposition entre les progressistes et les souverainistes et les populistes, de manière à montrer que, effectivement, à la fin, il y a un face-à-face. Et on y est. Sauf que maintenant, ce face-à-face, il est craint parce que ce ne sera plus la même campagne. S'ils sont tous les deux dimanche soir désignés pour la finale, eh bien, ce ne sera pas la même campagne que 2017. C'est un choix qu'il a assumé, mais qui est totalement irresponsable quand on voit le contexte dans lequel il a mené son quinquennat, pas
parié sur le fait que parce qu'il serait face à Marine Le Pen, il gagnerait haut la main. On voit où ça nous mène aujourd'hui et on voit ce que disent les Français et on voit ce qu'à 2 jours du premier tour, ils sont parfois prêts à faire. Jean-Claude, Jean-Claude qui est très bien élevé, qui attend son tour. Non, mais j'attends parce que je pense que on ne parle pas de la même chose. Vous parlez et j'entends parfaitement ce que vous dites. Moi, je dis, et mon sentiment, c'est que quand effectivement on entend dire un certain nombre de choses, on se dit, et moi c'est mon réflexe, c'est que je me dis, je n'imagine pas, je ne peux pas comprendre qu'en toute conscience on peut dire à un gamin en région, dans des milieux simples, dans des zones parfois où le chômage a explosé et vécu de génération en génération, il n'y a qu'à traverser pour pouvoir trouver du boulot. Et je dis, et j'ai cette conviction, c'est qu'il y a une telle déconnexion qu'il ne réalise même pas, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Moi, j'ai entendu des tas de choses dire par un certain nombre de responsables. On se dit, mais ils ne se rendent même pas compte de ce que vivent monsieur tout le monde. Voilà, c'est ça que je disais. Il a eu le temps d'apprendre en 5 ans. Mais je dis pas le contraire. Qu'en 2017, ils soient arrivés totalement novices, je peux le comprendre. Qu'en 2022, au bout de 5 ans, avec les épreuves qu'il a traversées, les difficultés de ce quinquennat, il n'a pas pu être capable d'entendre ce que lui disaient les Français. Il y a eu tellement d'avertissements que ça en est grave. Virginie, je dis pas le contraire, mais je vous dis bien, moi je suis sidéré d'imaginer qu'on ne puisse pas, qu'on puisse dire ça. Moi je pense je ne pense pas qu'il s'agit d'une déconnexion. Pardon Jean-Claude, je ne pense pas qu'il s'agit d'une déconnexion. Je pense que tout ça est philosophiquement soclé chez lui. Un, sur la pensée de son mentor Paul Ricoeur. 2, sur la pensée d'autres économistes américains qui ont posé effectivement que l'émancipation individuelle vient à partir du travail, qui est la régulation de toutes les tensions sociales. Et ça, c'est ce qu'il a posé depuis le départ, dans ce qu'il a laissé passer comme expression dès le début, dans sa première interview, les premiers de cordée, les théories du ruissellement, tout autant de formules qui résument ces pensées-là et qui résument fondamentalement son approche. Il est, je dirais, sur le plan économique et même des questions de société, il est plus anglo-saxon quelque part que proche de la culture de l'État. Le problème, c'est qu'il dirige la France. Française. Ouais, mais l'anglo-saxon, c'est pas positif. D'où la réaction épidermique sur l'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey vient toucher, vous évoquiez vous-même tout à l'heure la différence avec les États-Unis, le rapport à l'État, vient toucher le rapport français à l'État extrêmement sensible et sentiment de dépossession identifié depuis les crises durant le quinquennat, que même un cabinet extérieur de consultants libéraux vient démanteler les services publics. Et ça, c'est effectivement... ce qu'il a, c'est une folie de raisonnement. Par exemple, là où je suis sur un point où j'ai été contre la suppression de l'École nationale d'administration, parce que je pensais, et je pense toujours que nous avons une école qui forme des fonctionnaires, alors qu'il y a eu des dérives, qu'il y a eu ici ou là un certain nombre de prises en possession d'une petite minorité de l'école et pour les grands corps. Mais globalement, moi j'ai regretté qu'on n'ait pas maintenu l'École nationale d'administration et qu'on démantèle. Jean-Claude, si je peux me permettre, la raison qu'a invoquée Emmanuel Macron, et malheureusement là-dessus il a totalement raison, dans la dernière promotion de l'ENA, 85 élèves, il y a un seul élève dont le père ou la mère sont ouvriers. Un seul. Donc si vous voulez, il y a un échec complet de l'ascenseur social. Mais non, attendez, l'ascenseur social, il y a beaucoup d'enfants d'enseignants. Vous savez, j'ai été enseignant à l'ENA pendant de nombreuses années. Il y a beaucoup d'enfants d'enseignants. Vous avez moins d'enfants d'ouvriers parce qu'il y a moins d'ouvriers, déjà. Et l'école, il y a des classes populaires. Vous pouvez parler d'ouvriers, mais des classes populaires. Non, mais si vous voulez, c'est la réforme, effectivement, du recrutement. Et le recrutement a été beaucoup ouvert. Troisième voie, etc. Enfin, on ne va pas faire un débat sur l'École nationale d'administration, mais ce que je veux dire qu'il y a un problème et supprimer carrément. Supprimer pourquoi? Vous pensez que le mode de recrutement futur sera meilleur? Allez. Et j'ajouterais qu'Emmanuel Macron avait promis, avant d'être élu, de faire une très grande réforme de l'État, ce qui aurait été autrement plus intéressant. C'est-à-dire de regarder dans la masse de fonctionnaires, je crois qu'il y en a 5,5 millions presque aujourd'hui dans notre pays, là où étaient les doublons, là où étaient les inutiles
d'utilité, là où étaient les organismes qui ne servaient à rien, et de faire un véritable ménage. Il n'en a rien fait. Donc supprimer l'ENA et laisser l'État dans lequel il est, me paraît, alors pour le coup, être un contresens absolu. Allez, stop, on va parler de l'abstention dans un instant. Et puis je vous signale qu'à Toulouse, un engin explosif a été découvert dans une église avec un équipement de mise à feu. Évidemment, une enquête va être ouverte. Je vous le signale, c'est à Toulouse. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio. Alors la précision sur ce qui s'est passé à Toulouse, c'est dans la cathédrale Saint-Étienne. C'est un engin qui n'avait pas de mise à feu. C'est un individu qui est rentré et qui a hurlé en déposant 2 paquets donc devant l'hôtel. Il n'a pas été interpellé pour le moment, mais évidemment donc Gérald Darmanin dit que l'opération de police est terminée pour l'instant et on espère effectivement que cet individu sera arrêté rapidement. Voilà, on vous tiendra informé évidemment si on a plus d'informations au cours de cette émission. Parlant de l'abstention, quel impact sur le premier tour? L'abstention serait de 28% d'après le dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. En 2017, c'était 22,3%. En 2002, c'était 28,4%. Qui s'abstiendrait? Alors surtout les jeunes. 40% des 18-24 ans n'ont pas l'intention d'aller voter. 34% des 25-34 qui pourraient s'abstenir contre 20% des 65 ans et plus. Ceux qui vont évidemment le plus voter sont les 65 ans et plus. Les habitants des foyers les plus modestes sont également ceux qui sont susceptibles de ne pas aller voter. Et 12% des Français ne savent pas que le premier tour se tient ce dimanche. Michaël Darmon, ça vous inspire quoi, cette abstention record? Ça rejoint un petit peu notre débat de tout à l'heure aussi sur la défiance vis-à-vis du président de la République et des politiques en général. Hein. Oui, c'est la suite de la décomposition de la vie politique qui ne passe pas uniquement par des partis de gouvernement qui ne sont plus au gouvernement. Ça passe par effectivement ce craquement total du rapport entre les élites et le peuple pour faire vite, entre les administrés et les dirigeants politiques. Et on l'a bien vu d'ailleurs. Tout à l'heure, Virginie a évoqué rapidement les livres de Jérôme Fourquet. Oui. Ils seront, je pense, vraiment très importants plus tard pour comprendre ce qu'on a vécu durant ces 15-20 dernières années et qui trouvent à chaque fois leur expression dans les rendez-vous politiques, à la fois un mode d'éclatement des modes de fonctionnement, mode d'éclatement des tensions et des enjeux culturels, identitaires, et tout cela amène au fond, beaucoup de Français qui disent mais les politiques ne peuvent plus rien pour moi, j'organise ma vie, j'organise ma vie comme je l'entends, et peu importe qui sera élisé. C'est une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen ne fait plus peur, entre guillemets. C'est pas tant que les gens apprécient ses idées, c'est qu'il y a une indifférence à l'égard de ceux qui dirigent le pays, parce qu'il y a une perception, à tort ou à raison, que rien ne changera. Que rien ne changera. Rien. Ouais. Voilà. Vous avez entendu la phrase de Robert Badinter hier: si on ne vote pas, on a le droit de se taire. C'est-à-dire que ceux qui râlent, ceux qui protestent, allez voter. Mais c'est vrai que la réponse c'est ça ne changera rien. Bah si, le vote peut changer des choses. Non, mais vous savez, les jeunes aussi, juste pour terminer, les jeunes considèrent aussi que le vote n'est plus le seul mode d'engagement. Il y a aussi une mutation contemporaine. On s'adresse aux jeunes parce qu'on veut qu'ils aillent voter, mais ils n'iront pas voter parce qu'ils considèrent qu'ils s'engagent autrement et ils s'impliquent autrement que par le vote. C'est aussi une mutation contemporaine qu'il faut affronter. Sauf qu'on n'a pas non plus beaucoup pris en compte le pouvoir d'achat, le quotidien des Français. Enfin, dans cette campagne, l'hôpital, qu'est-ce qui a été fait depuis le Covid? Quelle réponse a été apportée aux gilets jaunes? Il y a beaucoup de réponses sur le quotidien des Français qui restent aujourd'hui sans réponse. Je pense qu'il y a la conjugaison de deux phénomènes. Le premier, c'est que le temps politique est extrêmement court.
5 ans, c'est extrêmement court, quel que soit la personne en poste. Et dans le même temps, on a affronté des sujets qui sont importants, graves, qui nécessitent que des politiques soient mises en place sur le moyen, voire le long terme. Or ça, les politiques ont tendance à dire, vous verrez, en l'espace de 2-3 ans, les sujets seront réglés. Prenons l'exemple de la justice. On croit, chaque fois qu'il y a un assassinat, aussi regrettable que ce soit, chaque fois qu'il y a des violences, on se dit, il n'y a qu'à Faucon. Quand vous dites il n'y a qu'à Faucon aux personnes qui subissent, qui souffrent, elles attendent des résultats assez rapidement. Or, en 5 ans, vous ne pouvez malheureusement pas obtenir des résultats significatifs, je parle de ces résultats significatifs, alors même que pendant 20 ou 30 ans, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il y avait l'interdiction des tirs de mortier, me semble-t-il, qui avait été annoncée à grand renfort de déclaration. Force est de constater qu'il y a toujours des tirs de mortier dans certains quartiers. Pourquoi, Valérie? C'est pour cette raison que je vous dis, il faut arrêter de dire qu'en l'espace de 3 ans, on aura des résultats. Donc, en fait, on est piégé entre le temps politique et la nécessité, d'aller sur de vraies politiques, de les mettre en œuvre et d'avoir des résultats. Oui, moi, je voudrais quand même aller à l'encontre de ce découragement total des Français, je veux dire, au sujet des Français et du vote. Je note 2 choses qui peut-être vont dans un sens un peu plus optimiste. C'est qu'il y a eu cette année des inscriptions nouvelles sur les listes électorales en nombre, que je crois que 850 000 personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Et il y a depuis quelques jours, peut-être même 1 ou 2 semaines, un afflux de procurations. Autrement dit, les Français se disent peut-être que je ne vais pas renouveler, et on a suffisamment rappelé l'exemple de 2002 où les électeurs de gauche n'avaient pas été votés pensant que l'arrivée de Lionel Jospin au 2e tour était acquis. Résultat des courses, c'est Jean-Marie Le Pen qui est arrivé au 2e tour. Je pense que ce genre de leçon a fini par faire son chemin et que les Français ont compris qu'il valait mieux voter, quel que soit leur choix, que de ne pas voter. Et j'en termine pour dire que tous les appels à la mobilisation de ces derniers jours, me semble-t-il, n'ont pas été vains. Et ceux qui disaient « je suis indécis », certes, sont restés indécis très longtemps, mais aujourd'hui se résolvent, peut-être à contre-cœur, à aller voter, quel que soit leur vote d'ailleurs. C'est ce qu'a fait Éric Zemmour hier en appelant les jeunes à aller voter. Ceux qui font les procurations sont ceux qui partent en vacances, donc ceux qui sont plutôt aisés, qui ont plutôt de l'argent à mettre dans le carburant. Je ne suis pas certain que les classes populaires et ceux qui ont souffert du manque de mesures soient en ce moment en train de partir dans leur résidence secondaire. Et ils iront peut-être voter, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis qu'ils iront peut-être voter. Non, j'ai pas dit. Non, les procurations. Les procurations. Oui, mais là, il y a des nouveaux inscrits. Et oui, mais les nouveaux inscrits, c'est l'évolution démographique. Il y a 900 000, en un an, il y a eu 900 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. C'est quand même un bond assez important. Et c'est vrai que ça peut faire partie. Alors, est-ce qu'ils iront voter? Moi, je voudrais insister sur un autre phénomène. Il y a l'abstention dont vous avez parlé. Il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus important que dans les précédentes échéances, ce sont les indécis. Parce que les indécis, c'est encore une autre catégorie. C'est des personnes qui peuvent éventuellement ne pas aller voter et qui peuvent s'abstenir d'ici dimanche, mais qui aussi se disent peut-être moi je vais aller voter dimanche, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Et ce phénomène, il est aussi très devenu considérable. Et il fait que quand Valérie Expert nous annonce un fait dans une cathédrale. Non, moi, d'accord, non, c'est moi, pardon, j'avais l'habitude, d'accord. Non, Valérie, si on voulait dire Valérie Expert, quand Valérie nous annonce qu'il y a eu dans une cathédrale un fait dont on sait. Tout le monde a peur, tout peut se passer en 48 heures, tout peut se passer en 24 heures. On a un sentiment de volatilité extrême. Oui, c'est vrai. Qui fait d'ailleurs que, comme je l'ai souvent dit ici dans mes éditos, moi je crois à l'insondabilité des Français. Et je veux saluer ici la position qu'a prise le journal Ouest France, qui est le seul grand quotidien, grand journal qui a décidé de ne pas commenter les sondages depuis plusieurs mois, parce que je pense que philosophiquement et politiquement, c'est devenu une réalité qu'il est très difficile de savoir quels vont être les résultats. Et je pense que les surprises peuvent venir aussi beaucoup de ces très nombreux indécis. Oui, mais le fait que justement les Français surprennent les sondages montre qu'en fait ils sont libres par rapport à ces sondages. Donc je pense que ça n'est pas un problème s'ils ne sont pas justement influencés, puisque bien souvent on constate que les sondages
soit se sont trompés, soit n'ont pas justement évalué le résultat réel du vote. Ce qui montre que les Français restent libres malgré tout. Oui, mais il y a, enfin, je ne sais pas si vous l'observez autour de vous, de gens qui ont envie de jouer, entre guillemets, je mets vraiment de faire des stratégies. De faire des stratégies en disant je ne voterai pas Macron, Pécresse, au premier tour, je vais faire un vote d'opposition. Et puis là, voyant les sondages qui donnent donc 2 candidats en tête, vont changer en se disant on va jouer sûr, soit pour un candidat, soit pour l'autre, mais pour certains, il y a comme un risque. Donc, ils vont arrêter de finasser. Oui. Moi, je voulais simplement rajouter une chose dans le sens de Michel et Michael. C'est qu'effectivement, il y a plusieurs catégories de Français qui aujourd'hui sont très touchés par l'abstention, les ouvriers, les agriculteurs, les professions indépendantes et les jeunes. Et c'est cette catégorie-là, et les employés, et ce sont ces catégories-là qui traditionnellement votent pour le Front National hier, le Rassemblement National aujourd'hui. On l'a vu au régional, l'électorat de Marine Le Pen ne s'est pas déplacé. S'il ne se déplace pas plus pour X raisons cette fois-ci, le score qu'on lui prête pourrait être bien différent. Oui. Possible. Alors, et il est vrai aussi, juste pour compléter ce que va dire Virginie, qui est très vrai, c'est que lorsqu'on demande aux abstentionnistes quel serait votre deuxième choix après l'abstention, eh bien, ce sont tous majoritairement des électeurs pour les candidats populistes. Ouais. Il me faut 15 secondes d'Hidalgo qui s'y colle. Un naufrage. Non, il faut dire du bien, Virginie, vous êtes gentille. Non, moi je trouve, alors très sincèrement, je trouve qu'Anne Hidalgo est courageuse d'avoir tenu jusqu'au bout, parce qu'en toute franchise, représenter le Parti Socialiste qui a gagné les élections en 2012 et en être à 2%, c'est dramatique. C'est dramatique parce que je ne suis pas certain qu'elle ait été franchement soutenue par le parti. Et donc de ce point de vue, je trouve que c'est courageux. Top, 15 secondes. 15 secondes pour Roussel, qui s'y colle. Alors Roussel a le mérite de refaire parler du Parti communiste, qui n'avait plus été candidat depuis 2007. C'est vrai. Et parler des jours heureux qui étaient assez sympathiques en cette période où il n'y avait pas grand-chose de heureux. Pour autant, son score est en baisse. Mais malgré tout, je pense que pour les communistes, il les a sortis d'une invisibilité et d'une non-existence. Top. Et puis un petit mot pour Éric Zemmour, mais petit, hein. Oh, il n'y a personne. Il a eu le courage de poser des vraies questions et de dire les choses de façon excessive, déplacée, avec plein d'erreurs, mais il a eu le courage de mettre quelques vrais sujets sur la table. Voilà, c'est fini. On est bon. Je vous fais écouter 30 même pas, parce qu'on est très en retard. Pauvre André Berkoff, pardon. Pink Floyd, qui pour la première fois depuis 34 ans a composé un morceau en soutien à l'Ukraine. Allez, on se quitte sur ça. Et allez voter dimanche. Voilà. Et allez voter dimanche, effectivement. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci à Stéphane, notre auditeur, qui me l'a signé. Allez, et tout de suite André Berkoff. Très bon week-end, à lundi.